Ce mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République. Le conseil a entre autres adopté 2 projets de loi, l'important statut de l'opposition politique et un projet de loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution. La Côte d'Ivoire abrite du 4 au 8 avril prochain la 29e conférence régionale de la FAO, thème la transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. En marge de la conférence, la FAO et la BAD et l'État de Côte d'Ivoire ont signé un accord de près de 600 millions de francs CFA. Au Bénin, le nouveau président de la République est installé. L'homme d'affaires élu le 20 mars dernier vient de prêter serment au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Il promet de faire un mandat unique. Et puis, nous parlerons santé dans ce journal. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le nombre d'adultes diabétiques a quadruplé en 35 années. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil de ministres. Le conseil a adopté entre autres un projet de loi définissant le cadre légal d'exercice des partis et groupements politiques. Il institue également un chef de l'opposition et fixe les règles et procédures permettant de le désigner. Un projet de loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution a aussi été adopté. Awa Touré nous fait le point. L'opposition ivoirienne aura désormais un chef. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 6 avril, présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil a ainsi défini les règles et procédures de désignation de ce chef. Le premier projet de loi porte sur le statut de l'opposition politique. Ce projet de loi définit le cadre légal d'exercice des partis et groupements politiques et il institue un chef de l'opposition et fixe les règles et procédures qui permettent de désigner ce chef de l'opposition. En l'occurrence, le chef de l'opposition sera le candidat ou le chef du parti ou groupement politique arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle. Donc le chef de l'opposition, en quelque sorte, est désigné par le suffrage universel, puisque c'est celui qui arrive immédiatement après celui qui est élu président de la République. Ce projet de loi donc va consolider la démocratie en cours en Côte d'Ivoire, renforcer le rôle des partis, se réclamant de l'opposition dans la construction de l'unité nationale et dans la cohésion nationale. Le référendum annoncé par le président de la République est en préparation. Un projet de loi organique relatif à l'organisation de cette consultation populaire va être soumis à l'Assemblée nationale. Le code électoral en vigueur dans notre pays ne prévoit pas l'organisation d'un référendum. Donc, pour permettre l'organisation de ce référendum, il y a lieu de faire adopter par l'Assemblée nationale une loi organique. Une loi organique à l'effet de déterminer les modalités de la tenue de ce référendum. Et ces modalités, c'est par exemple la définition du collège électoral, c'est les conditions de tenue de la campagne, c'est les opérations de vote, les conditions de proclamation du résultat. Le Conseil des ministres a par ailleurs déploré les violents affrontements survenus à Bouna et qui ont causé de nombreuses pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Face à cette situation, le gouvernement a renforcé les mesures sécuritaires dans la région avec le déploiement dès les premiers jours de 1037 éléments des forces de défense et de sécurité. Des médicaments de première nécessité, des vivres, des non-vivres ont été convoyés sur place. Une mission gouvernementale a également été menée dans la région dès le début de la crise avec l'objectif d'apaiser la situation, ramener la cohésion sociale et en même temps apporter la compassion et le réconfort de la nation aux familles des disparus et des blessés. Au terme de la dernière mission gouvernementale, conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le roi de Bouna, tous les chefs de communauté ainsi que les cadres et élus se sont fermement engagés à tout mettre en œuvre pour amener le calme et la paix dans cette région. Un séminaire interministériel est également prévu. Il se tiendra le 27 avril prochain. Et il aura pour objectif de réfléchir aux moyens de prévention et apporter une réponse globale, une réponse nationale
au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Le Conseil, au titre des communications, a annoncé la participation de la Côte d'Ivoire à 2 importants rendez-vous, notamment le 13e forum de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul en Turquie et le forum des marchés émergents à Paris. Et juste après le Conseil des ministres, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu en audience Anas Sefroui, le président directeur général du groupe marocain Adoua. L'homme d'affaires marocain a fait le point des investissements réalisés par son groupe en Côte d'Ivoire depuis 2011. Des investissements qui s'élèvent déjà à 80 milliards de francs CFA et qui vont continuer de s'accroître. Mahamadou Traoré à Ouattouré. En Côte d'Ivoire, le groupe Adoua est présent dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier. De 2011 à aujourd'hui, le groupe marocain a investi 80 milliards de francs CFA, selon son président directeur général, Anas Sefroui. Reçu ce mercredi par le président de la République Alassane Ouattara, il a annoncé la volonté de son groupe d'accroître ses activités en Côte d'Ivoire. Nous allons lancer un 2e projet à San Pedro, donc une cimenterie de San Pedro de 1 million de tonnes, ce qui amènera le groupe à une capacité de production de ciment de 2 millions de tonnes. Et donc l'usine sera opérationnelle de San Pedro maximum fin 2017. Par la même occasion, nous lui avons parlé de l'usine que nous avons installée, une sacherie pour alimenter l'ensemble des usines de Côte d'Ivoire et de la région. Donc c'est une usine qui a une capacité de 100 millions de sacs, une des plus grandes usines, je dirais, de pays d'Afrique et même du Moyen-Orient. Les investissements aujourd'hui tournent autour de 80 milliards de francs CFA et 15% des investissements sont prévus pour l'environnement. Nous nous sentons chez nous en Côte d'Ivoire. Fort de cette hospitalité, Anas Sefroui fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire auprès des patrons marocains. Chaque fois qu'un ami ou un confrère marocain me pose la question où je dois investir en Afrique, je recommande la Côte d'Ivoire. La présence du groupe Adoua en Côte d'Ivoire illustre la politique de coopération sud-sud menée par le Royaume du Maroc ces dernières années. Une politique qui lui vaut d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Ce mercredi, le chef de l'État a aussi accordé une audience à James Doodridge, le sous-secrétaire d'État britannique, ministre pour l'Afrique, les territoires d'outre-mer et les Caraïbes. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne qui entend notamment intensifier ses investissements dans le pays. James Doodridge regagne son pays dès demain jeudi après une visite de 72 heures à Abidjan. Daniel Kablan-Duncan, lui, a eu une séance de travail avec la task force de la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre et le patronat se sont rencontrés pour tenter de définir un cadre formel dans lequel pourraient émerger des champions nationaux de l'entrepreneuriat. Le témoignage de Sidonie Davila. Cette séance de travail, la 2e du genre, aura permis, au dire du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, de conceptualiser certaines mesures qui, à terme, devraient permettre, d'une part, aux PME, petites et moyennes entreprises, locales, de devenir de grandes entreprises et d'autre part, de favoriser une floraison de sociétés ivoiriennes. Nous sommes en train de travailler sur un cadre qui puisse permettre l'éclosion de champions nationaux, voire régionaux. C'est dans ce concept-là que nous avons rencontré le Premier ministre pour voir ensemble quelles sont les mesures à mettre en place pour booster les entreprises nationales. À la fin du processus CGC Academy, il s'agira entre autres d'ouvrir une réflexion franche et transparente sur le rôle des champions nationaux dans la création de prospérité et de disposer d'une définition commune pour établir à terme une feuille de route permettant d'accélérer l'émergence de champions nationaux, de faire participer les pouvoirs publics aux discussions relatives aux défis de l'entrepreneuriat, de célébrer et d'encourager les entrepreneurs en leur offrant des solutions concrètes. Le 21 avril prochain, à l'ouverture de la CGC Academy, il est prévu
le lancement du concept des champions nationaux. Il donnera suite d'ici la fin de l'année à l'annonce des mesures qui vont sous-tendre ce concept. Reportage signé Sidonie Davila. En marge de la 29e conférence régionale de la FAO, la Banque africaine de développement, l'État de Côte d'Ivoire et la FAO, justement, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ont signé ce mercredi un accord tripartite, et ce, dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. Montant de l'accord, plus de 600 millions de francs CFA. Noël Niagno. Par la signature de cette convention, le gouvernement ivoirien reçoit un appui de plus de 600 millions de francs CFA de la BAD sous le regard de la FAO. Cet appui va permettre à la Côte d'Ivoire de venir à bout de la grippe aviaire. Kobena Kwasi Adjumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, s'est déclaré satisfait. Ce sont les éleveurs qui sont d'abord heureux, les consommateurs aussi, puisque les moyens qui sont mis à notre disposition vont être utilisés pour éradiquer définitivement tous les foyers de grippe aviaire. Rappelons qu'en 2015, la FAO avait déjà déboursé la somme de 300 millions de francs CFA pour contenir la grippe aviaire. À ce jour, selon le ministre Kwasi Adjumani, le mal a été contenu, mais la vigilance reste de mise. Concernant toujours cette 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, les ministres en charge de l'agriculture de l'Afrique vont demain jeudi examiner les conclusions des experts et hauts fonctionnaires à la lumière des décisions de la société civile. L'objectif, c'est de donner les moyens à l'Afrique de lutter contre la faim et réduire la pauvreté. Le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, va présenter à ses pairs les réussites mais aussi les difficultés du secteur agricole ivoirien. Ce soir, Noël Niagno nous dit un bout de ses réussites et ses difficultés. Après la rencontre de la société civile du 1er avril et celle des hauts fonctionnaires et experts du monde agricole d'Afrique et du reste du monde du 4 au 6 avril, c'est au tour des politiques, les ministres en charge des questions agricoles, de prendre le relais dès ce jeudi 7 avril. La Côte d'Ivoire, pays hôte la 29e conférence régionale pour l'Afrique de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vient à cette rencontre avec des semences sur la table des échanges. Il appartiendra à l'ensemble des politiques présents à en saisir toute la quintessence, à les améliorer, à les certifier pour résoudre efficacement les questions agricoles en Afrique. Il s'agit du Programme national d'investissement agricole, PNIA, et les réformes des secteurs café-cacao et coton en accord avec comme incidence la croissance tirée par ces produits phares. Pour le PNIA, 1301 milliards ont été mobilisés en 3 ans, soit 64% du coût total du projet. Des emplois générés, 1 272 722, avec un impact en milieu rural. Au niveau des produits de rente, grâce aux réformes des secteurs café, cacao et coton en accord, les productions ont connu une hausse de 9% pour les cultures de rente et 8% pour les cultures vivrières. Quant aux revenus générés, ils sont de l'ordre de 2501 milliards de francs CFA pour les cultures de rente et 3154 milliards pour les cultures vivrières. Les bémols, le vieillissement du verger et des paysans producteurs, les effets résilients du changement climatique. Recevoir pour la 3e fois la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique avec des arguments de cette nature donne du contenu au slogan « La Côte d'Ivoire est la locomotive agricole sous-régionale ». 17 millions de sacs de 60 kg sur plus de 140 millions à travers le monde. Voilà la contribution des pays africains à la production mondiale de café. Ce mercredi, le secrétaire général de l'Organisation interafricaine du café a animé une conférence de presse pendant laquelle il a invité les pays africains à accroître leur production. Francis Boifo pour les détails. Sur une production mondiale de 140 millions de sacs de 60 kg de café en 2015, l'Afrique n'a fourni que 17 millions de sacs, soit une productivité de 350 kg par hectare. Trop faible selon l'Organisation interafricaine de café, OIAC. La productivité actuelle est de 350 kg par hectare. Nous avons donc besoin de doubler cette production ou bien de la tripler. Et la production en Afrique est de 17 millions de sacs. Le besoin est d'accroître
cette production de 25 à 30 millions de sacs. Pour ce faire, l'OIAC invite les pays africains à l'atteinte des objectifs pour le développement durable des Nations Unies, dont 5 ont un impact sur les producteurs de café africains. Il s'agit entre autres d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, de promouvoir une agriculture durable, de lutter contre le changement climatique et ses conséquences sur l'agriculture et de gérer durablement les forêts. Tous les pays africains doivent donc garantir la vulgarisation des services d'éducation et des intrants agricoles pour être sûr que tout cela rentre donc dans la relance de la caféiculture. Lors de cette conférence sur les objectifs pour le développement durable des Nations Unies, le secrétaire général de l'OIAC est revenu sur l'engagement de sa structure à travailler à la mise à disposition des paysans des semences de qualité. Objectif, augmenter la production africaine de café, actuellement de 17 millions de sacs de 60 kg à 25 ou 30 millions de sacs. Jean-Louis Billon, le ministre du Commerce, a reçu une délégation de promoteurs de la Foire internationale de Chine. Vous le voyez en image, la délégation était conduite par Yao Deong, le directeur général du bureau des PME de Guangdong, qui dit être venu inviter la Côte d'Ivoire à prendre part à la 13e édition de la Foire internationale des PME de la Chine. Elle se tiendra en octobre prochain dans le Guangdong, la région la plus peuplée de Chine. Le bureau exécutif national des radios des régions et communes de Côte d'Ivoire a été investi mardi. Les membres du nouveau bureau s'engagent à œuvrer au développement de ces radios dont le rôle essentiel est d'informer sur les affaires locales et surtout de contribuer à la cohésion sociale. Christelle Mda, son reportage est commenté par Francis Boifo. Le président du réseau des radios de proximité Denis Casion et son bureau s'engagent à faire des radios de proximité de véritables outils de cohésion sociale et de développement local. Nos activités démarreront par une visite aux radios en vue de faire l'état des lieux, en recueillant les besoins, les difficultés, les peines, mais aussi les joies. Nous allons aussi remobiliser les ressources financières et techniques. Et je voudrais à ce niveau inviter et surtout prier les partenaires au développement à nous accompagner. Pour le président de la cérémonie, Ibrahim Sissavané, l'encadrement des personnels des radios reste le défi à relever. Que les élus et les institutions fassent preuve d'une même volonté de donner à ces outils la place qui leur revient, c'est-à-dire être au service des populations. Sur 137 radios de proximité en Côte d'Ivoire, 78 appartiennent aux régions et communes. Ces radios émettent difficilement à cause de la vétusté du matériel. Un problème auquel les membres du réseau des radios de proximité comptent apporter des solutions les mois à venir. Un marché, une mosquée et un terrain de sport ont été réalisés à Kwafo Akidom, dans la région de Bondoukou. Des réalisations qui sont à mettre au compte de la mutuelle du village. Elles ont été inaugurées récemment. On en parle avec Teresta Peyoboué. Kwafo Akidom est une localité située à 25 km de Bondoukou. Ce village est doté désormais de 3 nouvelles infrastructures qui viennent d'être inaugurées. Il s'agit d'un marché, d'une mosquée et d'un terrain de sport. C'est une initiative de la mutuelle du village dénommée Sankoufa qui signifie en langue bron « retour aux sources ». Les efforts constants des cadres ont été relevés par Kamangati Ali, fils de la région. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant a été fait sur fonds propres des fils du village. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une retenue d'eau. Ensuite, nous avons besoin d'un château d'eau. Si on pouvait avoir un collège, ce serait bien. Nous sollicitons franchement l'appui de l'État. Les femmes, la chefferie traditionnelle, les communautés religieuses ont toutes exprimé leur joie pour toutes ces infrastructures réalisées dans le village. On a déjà inauguré la mosquée, on vient d'inaugurer le marché. C'est une joie qui nous anime. Aujourd'hui, les femmes ne vont plus vendre dans le village. On a au moins un cadre où tout le monde peut se retrouver pour faire les achats. Je suis ému de ce travail que mes cadres ont fait. Et c'est pour dire que la population et mes cadres, nous nous attendons. En plus des 3 nouvelles infrastructures socio-économiques inaugurées, la mutuelle Sankoufa a mené déjà plusieurs actions de développement. Il s'agit de la réhabilitation de l'école primaire et de logement des maîtres, de l'ouverture de routes, de l'achat de 3 véhicules de transport, ainsi que de la construction de l'église catholique.
La page politique de ce journal. Samedi prochain, 9 avril, le PDCI célèbre son 70e anniversaire. Une célébration placée sous le signe du rassemblement et de la renaissance. Le lancement des festivités se fera à l'Étoile du Sud à Treichville, où est né en 1946 le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. Né le mardi 9 avril 1946 à l'Étoile du Sud à Treichville, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire aura ce samedi 70 ans. Le parti a d'ailleurs choisi cette dernière date pour commémorer cet anniversaire qui le consacre comme le plus vieux parti du pays, mais désormais désireux de rajeunir, renaître et se repositionner pour la reconquête du pouvoir. Nous sommes dans un groupement politique, mais il faut des partis forts pour avoir un groupement politique fort qui va se transformer en parti unifié quand chacun va renoncer à son identité. Les festivités s'annoncent en grande pompe pendant 3 semaines avec des journées consacrées aux anciens, aux femmes, à la jeunesse et aux élus du parti. Ajoutez à cela un pèlerinage à Yamoussoukro le 23 avril sur les traces de Félix Houphouët-Boigny, le fondateur du PDCI. Le secrétaire du RDR chargé de la réforme de la fiscalité a séjourné récemment dans le sud Comoé. Le général Issa Coulibaly est allé remobiliser les bases du Rassemblement des Républicains. Ordre du jour, organisation des structures locales du parti et création du parti unifié RHDP. Herman Niamien depuis le sud Comoé. 48 heures ont suffi au secrétaire national du RDR chargé de la réforme fiscale pour redynamiser les bases du RDR dans le sud Comoé. De Grand Bassam à Aboisseau, en passant par Diaké et Tiapoum, le général Issa Coulibaly a demandé à ses autres sortis nombreux le renforcement des structures de base, la création de bases de données fiables de tous les militants et beaucoup plus de cohésion à leur sein pour être les plus forts dans le prochain parti unifié RHDP. Les différentes sections, il faut les revisiter. Là où il en manque, il faut en créer, il faut actualiser celles qui existent. Peut-être sorte que nous ayons à la base un parti debout, un parti prêt. Le RHDP, c'est un instrument de paix, de rassemblement des Ivoiriens. En retour à ce message, les militants et responsables du RDR rencontrés, tout en exposant au général Issa Coulibaly leurs difficultés, ont salué cette mission de la direction du parti. Avec quelques quiproquos au niveau de l'unification du parti. Maintenant, je pense que tout est clair. Les militants d'Aboisseau, en tout cas, sont prêts, galvanisés. Dans toutes les localités visitées, les émissaires du RDR ont rendu les civilités aux autorités administratives et coutumières avant chaque rencontre. Hors de nos frontières, Patrice Guillaume Talon a prêté serment ce mercredi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Il succède ainsi au président Thomas Yanni Boni. Le nouveau président du Bénin a annoncé qu'il ne fera qu'un seul mandat et qu'il s'emploiera à faire de ce mandat un instrument de rupture et de transition devant aboutir à la mise en place des grandes réformes politiques et institutionnelles. Aucun chef d'État étranger n'a été convié à cette prestation de serment. Christelle Niawa, Sylvie Touré. Accompagné par son épouse, l'homme d'affaires Patrice Talon, vainqueur de l'élection présidentielle au Bénin, a prêté serment ce mercredi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Un peu plus tôt, il s'était entretenu à huis clos avec le président sortant Yahi Boni. Bien qu'ayant enregistré la présence de plusieurs délégations venues d'ailleurs, la cérémonie n'a enregistré la présence d'aucun chef d'État étranger. Un fait qui marque, selon Patrice Talon, une rupture avec les pratiques précédentes. Le président élu du Bénin a souhaité une cérémonie très sobre à l'image de la santé de l'économie du pays. Pour son quinquennat, il veut se tenir loin des excès de table et des fêtes populaires futiles. Si l'État démocratique que nous aspirons à construire passe par des élections libres et transparentes tenues à bonne échéance, le vote du citoyen en tant que moyen d'expression de son adhésion à l'idéal démocratique doit être débarrassé de toute considération financière ou rétributive. Ici et maintenant, j'appelle à notre conscience citoyenne et à davantage de civisme pour faire cesser le règne de l'argent en politique. À peine investi, le nouveau président du Bénin est conscient des défis qui l'attendent. 2 autres défis majeurs de notre temps sont constitués par le terrorisme et la criminalité transfrontalière.
J'y ferai face avec courage et détermination en comptant sur la coopération sous-régionale et le soutien de la communauté internationale. Le président Patrice Talon, élu avec 65,35% des voix, contre 34,63% pour son rival Lionel Zessou, n'a promis qu'exercer un seul mandat. Les juges de la Cour pénale internationale ont décidé d'abandonner les poursuites contre le vice-président kényan William Ruto et son co-accusé Joshua Song. Souvenez-vous, ils étaient poursuivis pour meurtre, persécution et déportation commis durant les violences qui avaient suivi la réélection du président Mwai Kibaki face à Raila Odinga, faisant plus de 1300 morts et 600 000 déplacés. Chris Diomondé, Michel Digri. Faute de preuves, les juges de la Cour pénale internationale mettent fin aux poursuites contre le vice-président kényan William Ruto et son co-accusé Joshua Sang, présentateur de radio. Cette nouvelle a soulevé l'enthousiasme des habitants d'Eldoré, une grande ville de la vallée du Rift et bastion de William Ruto. Ces deux hommes étaient accusés de meurtre, persécution et déportation commis en décembre 2007 durant les violences qui avaient suivi la réélection contestée du président Mwai Kibaki face à Raila Odinga, une crise post-électorale qui avait occasionné 600 000 déplacés et 1300 morts. Pour la procureure Fatou Bensouda, la campagne d'intimidation des témoins a eu une influence sur le procès. Pas moins de 16 des 42 témoins avaient en effet changé leur témoignage ou refusé de témoigner citant des menaces ou des représailles. La décision est prise et nous devons la respecter. Il n'y a aucun doute qu'elle sera décevante pour les victimes. Toutefois, la décision, selon le communiqué de la CPI, est susceptible d'appel. Selon la majorité, cette décision ne requiert pas de nouvelles poursuites dans le futur ou dans une juridiction nationale, mais elle peut faire l'objet d'appel. Dans un communiqué, le président Kenyatta s'est félicité de la décision de la CPI qui, selon lui, met un point final à un cauchemar pour son pays. Il a par ailleurs appelé tous les Kenyans à participer le 16 avril prochain à une prière collective de réconciliation et d'unité nationale. Un mot de santé à présent. Pour la première fois, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dresse un bilan du diabète, une maladie chronique. En 35 ans, le nombre d'adultes diabétiques a quadruplé. Près de 422 millions d'adultes dans le monde souffrent de diabète, soit 4 fois plus qu'en 1980. L'OMS tire donc la sonnette d'alarme dans un rapport publié ce mercredi. Mariam Sissé, Sylvie Touré. Des chiffres qui font froid dans le dos. 208 millions en 1980, le nombre d'adultes souffrant du diabète a quadruplé. Il est passé à 422 millions en 2014, selon le premier rapport global publié par l'Organisation mondiale de la santé ce mercredi. Cette progression silencieuse mais exponentielle s'explique par la modification des habitudes alimentaires et du mode de vie des populations. L'augmentation des boîtes de conserve, la richesse de leur contenu en substances grasses et surtout la présence accrue de sucre dans les produits alimentaires en sont les facteurs clés. Selon les études, au moins 166 millions de tonnes de kilogrammes de sucre sont consommés par an à travers le monde, tant dans les aliments que dans les boissons, un facteur clé de surpoids ou encore d'obésité. La zone la plus touchée par la maladie reste le sud du Pacifique, où le nombre de diabétiques augmente de 6% par an, une zone dans laquelle vit la moitié des diabétiques du monde. 3,7 millions de décès liés à la maladie ont été enregistrés en 2012. Les conséquences sur l'économie sont tout aussi dévastatrices que la maladie elle-même. Dans le monde, plus de 827 milliards de dollars, soit 413 500 milliards de francs CFA, sont investis par an, tant dans la recherche que dans les assurances maladie. Pour l'OMS, la solution est simple, le monde doit repenser son quotidien, s'alimenter sainement ou encore pratiquer du sport pour infléchir la courbe d'évolution du diabète.
Demain jeudi, les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent les pharaons d'Égypte. Un match qui s'inscrit dans le cadre du deuxième tour aller des phases éliminatoires de la CAN 2016 qui se disputera du 8 au 22 octobre au Cameroun. Clémentine Touré et ses 18 filles ont quitté Abidjan depuis hier pour le Caire. Médaillées de bronze de la dernière CAN et des Jeux africains, elles visent un autre ticket qui leur permettra de participer à la compétition continentale pour la troisième fois consécutive. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de votre confiance à notre antenne. Demain, vous retrouverez Ami Koulibaly.